L'Occident n'est plus sûr de lui-même, il doute, il est l'objet interne de révoltes, de ruptures catastrophiques sur le plan général. Et l'image qu'on en retire, c'est justement une sorte d'éclipse de l'Occident. Pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous revenons sur les tragiques événements survenus ce dernier mois en Afghanistan, où la retraite militaire américaine précipitée, décidée par l'administration Biden, a offert, comme tout le monde l'a pu le constater, sur un plateau d'argent, une victoire politique et géopolitique de taille au groupe terroriste des talibans afghans qui combattait la présence de l'US Army et l'influence américaine depuis 2 décennies. Avec nous en ligne à Tel Aviv pour aborder ce dossier, le professeur Shmuel Trigano. Bonjour et shalom Shmuel. Bonjour. Vous êtes professeur, je le rappelle, des universités, sociologue, une figure intellectuelle marquante du monde juif français installé à Tel Aviv, là même où vous avez lancé dès votre arrivée le site Menorah Info, un site internet très complet et pertinent d'analyse sur la société et l'identité israélienne. Et vous avez aussi lancé l'association Dialoga qui organise régulièrement des rencontres à thème, sur ces mêmes thèmes de réflexion et qui a déjà d'ailleurs tenu ces 4 dernières années 4 séminaires intitulés Colloque des intellectuels francophones israéliens. Et je rappelle aussi aux auditeurs que vous êtes aussi et surtout l'auteur en ces 3 décennies de plus d'une trentaine d'ouvrages de réflexion sur l'identité, l'histoire, la sociologie, la philosophie juive. Alors, Shmuel, vous êtes aussi un observateur avisé de la scène régionale et de la société israélienne. Alors, quelle réflexion vous inspire le fait assez hallucinant, il est vrai, de voir le drapeau des talibans flotter sur l'ambassade américaine de Kaboul, tout juste 20 ans après les méga attentats islamistes d'Al-Qaïda en septembre 2001 à New York et à Washington? Bien, je dirais que ce spectacle confirme un sentiment qu'on peut avoir à contempler l'Occident, celui d'une démission, d'un échec, d'une démission. L'Occident n'est plus sûr de lui-même, il doute, il est l'objet interne de révoltes, de ruptures catastrophiques sur le plan général. Et l'image qu'on en retire, c'est justement une sorte d'éclipse de l'Occident. Autour de l'Occident se pressent d'ailleurs de nouveaux empires. La Russie, j'allais dire l'Union soviétique, mais ça a si peu changé. L'empire chinois, il faut raisonner en termes d'empire. Si aujourd'hui on prétend que les États-nations sont en crise et que l'âge des États-nations est dépassé, ce que je ne crois pas, eh bien, c'est l'univers des empires qui se met en place. Et cette volonté impériale, on la retrouve par exemple dans l'Iran, pas uniquement dans des pays massifs comme l'Inde, la Chine, les États-Unis, la Russie, mais également la Turquie qui est candidate à cette condition. Et donc, ces bouleversements ne peuvent que nous inquiéter en tant que juifs, car il y a une longue histoire. Nous sommes toujours sur la route des empires, quoi que nous fassions, qui a trait au passé et qui a trait à bien d'autres réalités historiques. Et c'est l'image la plus forte qui se dégage justement de ce spectacle. Image inquiétante à plusieurs raisons, parce que les États-Unis ont perdu la confiance que des peuples mettaient en eux-mêmes, dans la mesure où là, il apparaît qu'un allié parmi lequel il y avait une installation américaine depuis 20 ans pouvait être abandonné du jour au lendemain et le passé ressurgir de façon violente. C'est très impressionnant à ce niveau-là et je ne doute pas, j'espère en tout cas que pour Israël, on en tire des conclusions Oui, parce que on peut se demander rétroactivement
si la politique américaine de soutien à Israël a toujours été une réussite. Alors, lorsqu'on a préparé ensemble notre entretien, vous m'avez tout de suite confié que cette débâcle américaine vous rappelait aussi la fin tragique en juillet 1962 de la guerre d'Algérie menée par la France pendant 8 ans, mais qui s'est pourtant déroulée et terminée, certes, dans le sang, comme en Afghanistan, mais dans un tout autre contexte. Mais je dirais, c'est la référence à laquelle vous avez pensé. Oui, parce que c'est là le traumatisme de ma vie. Et je pourrais disserter beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, quand à 14 ans, on voit un monde disparaître en 2 jours, alors on s'enfuit, on ferme la porte derrière soi avec une valise et qu'on cherche par tous les moyens à fuir pour ne pas être tué, c'est une expérience dramatique qui finalement ne vous quitte jamais. Et c'est ce que j'ai personnellement vécu en Algérie. Et d'ailleurs, ça me porte à penser que l'Algérie était la première grande démission de l'Occident. Parce qu'en fait, en quoi cette guerre d'Algérie a produit des solutions? Il y a des millions d'Algériens qui ont immigré en France, d'autres millions qui rêveraient d'y entrer, et il n'y a qu'un parti corrompu qui a été au pouvoir. Et donc, si vous voulez, ce recul finalement a ébranlé également la définition de soi de la nation française. Et donc, c'est l'image la plus forte qui m'est venue quand j'ai assisté à ces scènes à la télévision, dans la mesure où ça a réveillé. Vous savez, c'est un traumatisme permanent, si l'on peut dire, d'avoir assisté comment dire, à la disparition en 48 heures de tout un monde. Et à la démission des autorités chargées du maintien de l'ordre. Mais évidemment, c'est ça qui est derrière, c'est que le gouvernement gaullien a abandonné 1 million de citoyens français en Algérie, et rien n'a été préparé au départ pour leur arrivée. On a même caché pendant cet exode la réalité des gens qui fuyaient, puisqu'en fait, dans le projet gaullien, il y avait l'idée que ce million de Français resteraient en Algérie, dans un pays qui ne serait pas un pays sectaire, mais un pays ouvert à d'autres populations. Ce qu'était l'Algérie, en fait, c'était aussi des départements français. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Et donc, je vois là un échec fondamental, et un échec qui a finalement influé sur ce qu'est devenu la France. Alors, à ce niveau-là. Dans le reflux des pouvoirs coloniaux se produit l'avancée des populations colonisées également. Et je ne vois pas en quoi c'est meilleur que la situation qui précédait. Alors, serait-ce donc plus généralement, par rapport aux événements de l'Afghanistan, que les démocraties occidentales, pas seulement les États-Unis, mais lesquelles d'ailleurs font face aux 4 coins du monde depuis plusieurs décennies à une offensive généralisée de l'islam le plus radical, quand ce n'était pas un islam nationaliste, et ce depuis des décennies. Alors, c'est ce qu'on appelle la fameuse guerre du djihad, sous tous ses aspects. Est-ce que ces démocraties occidentales n'ont plus du tout de volonté de faire respecter leurs propres valeurs? Ben, c'est plus que des valeurs, en fait, parce que, si vous voulez, nous sortons d'une histoire qui a été formatée par le modèle de l'État-nation. Le modèle de l'État-nation, c'est pas ce que les gens croient aujourd'hui. Plus personne ne comprend quoi que ce soit. Il y a une confusion des concepts généraux. L'État-nation, c'est le cadre dans lequel la démocratie s'est développée. À savoir que la démocratie, ce n'est pas qu'une salle des pas perdus juridique, c'est aussi une identité collective sans laquelle il n'est pas possible
qu'il existe une société et un État. Et c'est cette idée-là qui est combattue par la nouvelle idéologie dominante, une sorte de post-marxisme que je définis comme étant l'idéologie post-moderniste, qui entreprend en quelque sorte de détruire du dedans les États-nations occidentaux, de rabaisser leur héritage culturel, de criminaliser leur identité collective. Il y a des Français, il y a des Algériens, il y a des Italiens. Il n'y a pas des hommes individuels qui existent dans un univers théorique. Chaque individu s'inscrit dans une collectivité. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le monde avait trouvé un équilibre justement en restaurant la dimension de l'État-nation démocratique. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas le nationalisme supposé des peuples dominants, c'est justement la capacité et la légitimité des peuples à exister majoritairement dans un territoire. Sinon, c'est l'empire. L'empire et les minorités dominées. Donc, le choix est clair, le choix politique est clair à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce que j'ai appelé l'idéologie postmoderniste, l'idéologie dominante, en fait, ce que j'ai qualifié d'idéologie dominante, c'est ce qui se manifeste à travers tout ce que vous avez pu voir de ces mouvements de masse et mouvements de rue aux États-Unis, qui ont gagné aussi des pays comme la France, à savoir une sorte de, non pas de peuple, mais de cohue qui mêle différentes minorités, des minorités immigrées, des minorités qui sont religieuses, des minorités idéologiques, et les BLM, etc., qui ont en fait, dans un acte très symbolique, mis à bas des statuts, voulu réécrire l'histoire des pays dans lesquels ils se trouvaient. Et c'est en fait ce problème qui est le problème qui mine non seulement le régime démocratique, mais également, tout spécialement, une civilisation, la civilisation occidentale, parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans remarquer que la critique féroce envers la culture, l'histoire des nations ne touche que l'Occident, mais pas les autres univers. Ni l'univers arabe, ni l'univers chinois, ni l'univers africain, ni l'univers amérindien, etc. Comme si il y avait un partage entre les bons et les mauvais. Ben, c'est plus compliqué que ça. L'histoire humaine est beaucoup plus compliquée que ce simplisme-là. Et c'est ça, en fait, à cela s'ajoute le retrait américain qui donne une sorte d'expression au niveau des civilisations, beaucoup plus qu'au niveau de la politique et de la réalité politique. Et on ne peut pas ne pas faire le rapport entre ces deux dimensions. Réfléchissons au cas d'Israël, au cas juif. Alors le fait qu'il y ait un État juif est perçu comme étant une réalité raciste. C'est-à-dire exister comme société juive, peuple juif, est intrinsèquement un phénomène raciste. Alors, de quoi parle-t-on ? Mais bien sûr, à ce propos, vous m'aviez confié aussi, en aparté, que ces récents et dramatiques événements dont nous parlons, survenus en Afghanistan, vous rendaient encore justement plus inquiet, non seulement eu égard à leur prévisible retombée en Israël avec un Hamas à Gaza plus que jamais encensé et enivré par cette éclatante victoire géopolitique de ce qu'ils appellent leurs frères sunnites libanais, mais plus encore et de manière plus profonde en raison de phénomènes structurels et internes propres à la société israélienne, et notamment au sein de Tsahal, qui constitueraient, selon vous, autant de signes forts et assez inquiétants d'un affaiblissement parallèle à celui de l'Occident, justement, décelable dans certaines institutions du pays des Hébreux, où la volonté de se battre et de remporter une victoire contre l'islam militant et l'islam terroriste s'affaiblirait, elle aussi, selon vous ? Bien, il y a quand même un phénomène
tout à fait nouveau et, à mes yeux, très problématique. C'est qu'en fait, la coalition qui est au pouvoir, au départ, elle est légalement au pouvoir. Mais cette coalition n'est qu'un entassement de minorités dont le seul but est de dérober le pouvoir à une majorité. Alors, c'est peut-être un jeu démocratique, mais ce n'est pas la démocratie. Car dans la démocratie, depuis tout temps, c'est la majorité qui fait la décision et non pas la minorité. C'est la première chose. La deuxième chose qui est beaucoup plus grave, c'est le fait que ce pouvoir ne survit que par un système qui s'est mis en place et qui repose sur les deux partis arabes de la Knesset. Alors, j'ai rien contre les partis arabes en tant qu'arabes, mais par contre, ce sont des partis qui sont antinationaux, qui déclarent qu'Israël n'a aucun droit d'exister en tant qu'État juif, qui militent sur la scène internationale à l'ONU pour l'accuser devant la Cour suprême, la Cour des droits de l'homme, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons là des partis qui s'opposent à l'idée même d'État d'Israël. Et donc, il y a un premier problème à ce niveau-là, que, en fait, la coalition ne tienne que grâce à ce soutien-là. D'un côté, le parti de Raham, d'Abbas, se trouve dans la coalition, mais pour chaque acte, il y a en quelque sorte un marchandage. Il ne soutient la coalition que s'il obtient les budgets décidés, requis, ou certains intérêts, certains avantages. Et donc, il tient la survie du gouvernement par coalition dans ses mains. Mais au cas où il y aurait des défections d'autres voix, il y a le deuxième parti arabe qui s'appelle la Liste unifiée, qui, lui, ne soutient pas la coalition, par contre, fera tout pour éviter qu'elle perde le pouvoir. Parce que, justement, il s'agit d'écarter Netanyahou du pouvoir, etc. Alors, ce que je dis là, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est que nous entrons dans une ère de libanisation de la politique israélienne. Parce qu'en fait, la politique israélienne ne s'est pas conduite dans cette logique-là jusqu'à ce jour. Alors, l'affaiblissement de la droite, la concurrence autour de Netanyahou, etc., ont créé une situation, et les données et les résultats des élections à la Knesset ont donné une situation qui finalement font que le pouvoir est détenu, le pouvoir de la coalition est détenu par les deux partis arabes antisionistes d'Israël. Mais alors en quoi, Et donc, mais en quoi ça a une influence sur, disons, la gestion de Tsahal et les consignes combatives ou moins combatives de Tsahal? Est-ce que c'est intrinsèquement lié, ou est-ce que c'est plutôt parce que la hiérarchie militaire elle-même, elle a avec le processus d'Oslo, elle s'est politisée, elle a une certaine vision du monde plutôt cosmopolite et pas suffisamment nationale? C'est pas forcément lié aux questions de la coalition. ben, dans la mesure, vous savez, il y a toutes sortes de débats dont on ne peut pas parler ici, de questions qui sont soulevées, etc., sur le plan de la sécurité intérieure en Galilée, au Negev, etc. Mais il y a eu, malgré tout, cet échange qui disait que les partis arabes feraient échouer le gouvernement si jamais il y avait à nouveau une confrontation avec Gaza. Oui. Donc, de même, les accords d'Abraham supposent qu'Israël ait renoncé à l'annexion, ou qu'il tienne compte de l'opinion de ces univers-là. Mais à part cela, il y a, je dirais qu'Israël souffre de la maladie de l'Occident, c'est-à-dire d'un manque de confiance en soi. Il y a pas mal de temps, l'affaire Elor Azaria, qui a été d'un soldat qui a malencontreusement tué un terroriste qui était à terre, mais
en quelque sorte dans le feu de l'action. Et il y a aussi ce sondage qui nous dit que 60% des soldats israéliens craignent davantage le procureur militaire qui surveille leurs actes que l'ennemi. Nous sortons il y a 1 ou 2 jours d'une affaire qui a ébranlé l'opinion israélienne. Un soldat s'est fait tirer à bout portant à la barrière de Gaza, mais en fait, l'armée avait donné l'ordre de ne pas tirer. Donc en fait, alors du coup, un mouvement d'opinion s'est mis en marche par les réseaux sociaux, etc., qui répercute cette idée qui était mesurée par un sondage, et j'ai parlé de 60%, qui ont le sentiment que la hiérarchie ne les protège pas souvent. Alors, pourquoi ? D'abord, il y a la pression européenne, la pression occidentale, qui transforme la violence à Gaza en génocide, etc. Il y a les menaces de la Cour des droits de l'homme qui font que l'armée israélienne, en quelque sorte, elle est tenue par un principe que la France avait défini comme étant le principe de proportionnalité, qui est un principe tout à fait étonnant, qui limite et phagocyte, en quelque sorte, le droit à l'autodéfense. C'est-à-dire que quand vous êtes attaqué, vous répondez. Là, non. On demande à Israël de s'abstenir ou de répondre dans une limite très, très stricte, ce qui est l'assurance à l'échec et à la défaite. Et de fait, ça fait 4 fois que la guerre à Gaza se reproduit et que toute la région du Sud est sous la menace des missiles. Donc, en fait, il y a ici un échec politique, un échec militaire qui est posé et qui doit être discuté, qui doit être reconnu comme tel. Voilà, donc, si vous voulez, là, cette sensibilité va de pair également avec une nouvelle sensibilité qu'on retrouve dans les pays européens ou aux États-Unis, justement sur le plan de ces minorités qui exigent de réécrire l'histoire, d'être reconnues, etc., etc. Donc, il y a une situation semblable en Israël. C'est cela, puisque la presse israélienne ces derniers jours, en essayant de faire une extrapolation sur les événements en Afghanistan, a posé la question dans plusieurs éditoriaux, est-ce qu'on ne va pas assister dans les semaines ou les mois qui viennent à une talibanisation de la situation en Judée-Samarie, voire à Gaza. Et donc, c'est une question qui se pose. En tout cas, je vous remercie pour ces éclaircissements sur le fond. Merci de nous avoir consacré votre temps. Et puis, merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et bonne fête de Tishri et à bientôt, Shmuel. Au revoir.